Donc, merci d'avoir choisi de passer une partie de cette matinée avec Franco Coué en ce beau samedi. Donc, j'aimerais introduire nos deux invités, Dr Pascal Diado, professeur assistant en méthodologie de recherche à l'Université McMaster, et Dr Marie-Ange Noué, directrice principale en communication médicale à EMD Cérono, qui ont bien voulu nous accorder de leur temps aujourd'hui afin de répondre à vos questions sur la COVID-19 et les vaccins anti-COVID-19. Donc, de parents originaires du Cameroun, Dr Marie-Ange Noué est née en France, où elle a étudié au lycée Louis-le-Grand et à l'université Pierre et Marie Curie. Après une maîtrise et un diplôme d'études approfondies, elle part pour les États-Unis où elle obtient un master et un doctorat en chimie physique à l'Université de Houston au Texas. Elle commence sa carrière en tant que chercheuse scientifique en pétrochimie. Depuis les 12 dernières années, elle travaille pour la société biopharmaceutique allemande EMD Serono, où elle a occupé un certain nombre de postes à responsabilité croissante dans le domaine de la pharmacovigilance et de l'information médicale. Dans son rôle actuel de directrice principale, responsable des communications scientifiques aux États-Unis, elle assure le leadership stratégique et la supervision des activités liées à l'information médicale, à la communication médicale, à la formation médicale et à l'éducation médicale. Donc, Dr Marie-Ange est passionnée par la diversité et l'inclusion et a mené plusieurs initiatives de changement. Elle est la fondatrice du réseau Leaders of Color, une initiative nord-américaine visant à aider à créer un environnement de travail plus inclusif et accueillant pour les personnes de couleur. Elle est également très active et une experte reconnue dans l'industrie. Elle préside le conseil d'administration du Réseau canadien d'information médicale, le Système mondial d'information sur le VIH, et siège au conseil d'administration de FACTMI, une organisation basée aux États-Unis qui se concentre sur l'amélioration de l'accès des prestataires de soins de santé à de l'information médicale exacte et factuelle. Notre deuxième invité, Dr Pascal Diado, est professeur adjoint à l'université McMaster à Hamilton, en Ontario. Sa recherche est focalisée sur le VIH dans la communauté africaine, caribéenne et noire, et les hommes noirs qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Il effectue aussi des recherches sur les inégalités liées à l'accès aux soins des communautés francophones noires et afro-caribéennes en Ontario. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Dr Diado et à Dr Marie-Ange Noué. Et à la fin de leur présentation, nous aurons une séance de questions. Merci beaucoup Kinian pour l'introduction et pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous tous cet après-midi. Mes pronoms sont elle et là. Et comme l'a dit Kinian, je suis originaire du Cameroun. J'ai passé une bonne partie de ma vie en France et je vis au Canada depuis 15 ans. Je travaille, comme vous l'avez dit, dans le domaine de la communication scientifique, dans le domaine pharmaceutique. Et je suis également la présidente du GIS. Et si on pouvait aller à la diapo suivante, juste pour parler un peu de GIS. Donc, GIS ou encore le Global HIV Information System, en français, réseau d'information global sur le VIH. C'est une plateforme éducative, en fait, à but non lucratif et apolitique pour les minorités visibles d'origine africaine, caribéenne et noire qui sont infectées ou affectées par le VIH. Et la mission des GIS, en fait, est axée sur 2 points, la prévention et la sensibilisation à l'information et vraiment mettre la science au service de la communauté. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les objectifs de GIS et sur notre mission, visitez notre site internet à giscommunity.org. Je pourrais aller à la... D'accord, merci. Avant de passer à Dr Pascal et d'entrer vraiment dans le vif du sujet, nous aimerions vraiment faire des clarifications et définir les attentes par rapport à cette présentation. Les points de vue que Dr Pascal et moi-même allons débattre dans cette présentation sont les nôtres et ne doivent pas être attribués aux organismes qui nous emploient ou auxquels nous sommes affiliés.
Dr Pascal et moi-même ne sommes pas des prestataires de soins de santé en Ontario et nous ne souhaitons en aucun cas influencer votre décision de recevoir ou non le vaccin contre la COVID-19. Vraiment, l'objectif de cette présentation, c'est de vous fournir des informations fiables qui sont par ailleurs disponibles dans le domaine public, en fait, sur les vaccins et sur la COVID-19, afin de vous aider à prendre une décision éclairée. Et la décision ou non de recevoir le vaccin, c'est vraiment une décision très personnelle qui vous appartient, en consultation, bien sûr, avec votre médecin. Donc, vraiment, nous vous invitons à consulter votre professionnel de la santé si vous avez besoin d'un avis médical, parce que nous ne sommes pas en mesure de vous donner un avis médical. Alors, j'espère que nous sommes bien clairs sur ce point et sur ce, je vais donc passer la parole à Dr Pascal. Merci. Pascal, ton micro est coupé. Ouais, la prochaine page. Ah, OK. Merci Marie-Ange pour l'introduction et merci aussi à Kinio et à Franco Koué de nous avoir invités aujourd'hui. Donc, moi, c'est Pascal Djiade, je suis professeur adjoint à l'Université de McMaster, comme on l'a dit tantôt. Et je suis aussi vice-président de l'IS. Et puis, je dois noter qu'avec Dr. Noué, nous essayons autant qu'on peut de faire des choses dans la communauté de façon purement bénévole. Aujourd'hui, ma présentation sera placée sur d'action du virus contre la COVID. Ce virus s'appelle en fait le SRAS-CoV-2, qui est le syndrome respiratoire aigu et sévère de la COVID numéro 2. Donc, c'est le nom scientifique du virus. Et c'est ce sur quoi je vais plus m'axer. Bon, cette présentation, mon Internet, dans cette présentation, je la veux formelle. Donc, on peut poser des questions entre-temps, on peut arrêter si on a des questions, il n'y a pas de problème. Donc, sentez-vous libre de poser des questions au cours de la présentation. Prochain. Donc, mon ordre du jour est assez simple. Donc, je vais commencer par présenter un peu la situation de la COVID en Ontario. Et après, je vais parler du mode de transmission du virus, à coronavirus, à COVID-19. Et puis, je vais parler aussi du mécanisme d'action de ce virus qui fait tellement de dégâts au niveau mondial. Et enfin, et après ça, je vais parler de l'impact de la pandémie sur les communautés LGBTQ au Canada et aussi dans le monde. Et après, on passera aux questions-réponses. Donc, d'entrée de jeu, on peut voir que la COVID-19 au niveau du Canada, plus ou moins la pandémie a eu un réel impact au niveau non seulement de la contamination, mais au niveau aussi des décès. On peut voir dans le cercle en jaune qu'au Canada, on a eu plus d'1,3 million personnes qui ont été infectées par la COVID-19. Et en Ontario particulièrement, nous sommes à ce jour à 518 980 personnes qui ont contracté le virus de la COVID-19. Prochain. Donc, en ce qui concerne les décès, pour ceux qui suivent la pandémie depuis le début, en décembre 2019, que le Canada, à l'heure actuelle, compte environ 25 162 décès. Donc, ça, c'est la somme globale et cumulée du nombre de décès jusqu'à nos jours. Bon, il peut y avoir peut-être changement parce que les choses changent aussi, mais ça, c'est jusqu'au 21 mai 2019, c'est-à-dire jusqu'à hier. Ça, c'est le chiffre officiel sur le site du gouvernement d'Ontario. Et l'Ontario, à elle seule,
compte plus de 8100 décès. Ensuite. Donc, je voulais présenter un peu ces deux schémas, mais je m'excuse aussi parce que le copier-coller a fait ressortir un autre fond. Mais pour ceux qui peuvent, vous pouvez voir dans le cercle jaune, parce que c'est sur quoi je voulais mettre l'accent au niveau de l'âge, quand les personnes les plus atteintes par la COVID-19 sont les personnes entre 20 et 39 ans. Donc, vous pouvez voir qu'actuellement, ça c'est le chiffre officiel, hier, il y a eu plus de 109 000 personnes entre 29 ans qui ont été en principe infectées par ce virus. Donc, ça veut dire que c'est des chiffres très alarmants. C'est vrai que le taux de décès est, légèrement, est très moindre dans cette population, mais depuis un certain temps, avec l'arrivée de la variole, c'est ceux qui sont entre 20 et 40 ans qui se présentent curieusement depuis un certain temps aux soins intensifs. Donc, je crois que c'est une catégorie d'âge où il faut faire très, très attention parce que ceux qui ont des comorbidités peuvent se sentir plus ou moins affectés. Dans le petit graphe de gauche, de droite, s'il vous plaît, c'était... donc, j'ai voulu un peu mettre l'accent sur le genre. Donc, ce qu'on voit, c'est que de façon précise, sur base de ces chiffres, il n'y a pas de différence au niveau de la COVID-19 entre ceux qui sont biologiques, hommes et femmes. Parce qu'il y a eu tout un débat au début et on ne savait pas si une catégorie était plus affectée que d'autres, mais ce graphe montre clairement qu'il n'y a pas de différence. Donc, on peut être, qu'on soit une femme ou un homme, être plus ou moins affecté par la COVID-19 au même degré. Donc, il n'y a pas une différence physiologique au niveau de l'infection, que ce soit un homme ou une femme. Prochain. Donc, parce que je sais que la communauté franco-croate, c'est une communauté de personnes qui souvent n'ont pas de statut, des immigrés ou des applicants. Donc, j'ai voulu qu'il y aura plus d'accent sur, le docteur Noé va mettre plus d'accent sur ce volet, mais j'ai voulu rapidement signaler qu'au niveau de la vaccination, surtout à Mississauga et à Brampton, on se vaccine quel que soit son statut. Donc, il faut que ça se sache parce que beaucoup peuvent croire parce qu'ils n'ont pas de health card, de carte de santé, n'ont pas droit au vaccin. Donc, tout le monde a droit au vaccin. Il faut seulement se présenter à un centre de vaccination et avoir son vaccin. Prochain. Donc, à quoi ressemble en fait le virus de la COVID-19? Le virus de la COVID-19 est un peu comme un ballon et au-dessus, il y a un peu comme des petits piquants qui présentent des petites boules, comme vous pouvez voir. Et ces boules sont en fait appelées des spikes. Et les spikes sont un élément important dans le mode de transmission et le mode d'infection de la COVID-19 parce que c'est l'élément essentiel qui va rentrer par notre voie respiratoire et se coller sur nos cellules pulmonaires pour en fait causer les dégâts qu'on connaît par rapport à la COVID-19. Donc, j'ai tenu à faire voir ce schéma microscopique pour qu'on ait une idée de comment, en fait, à quoi l'est ce virus qui fait tant de dégâts. Prochain. Donc, le mode de transmission de la COVID-19, je crois que tout le monde le connaît, mais plus particulièrement, il faut savoir que la transmission de la COVID est par ce qu'ils appellent par l'airborne, c'est-à-dire que des airs de l'air, donc qui rend cette maladie un peu compliquée, non seulement à maîtriser,
mais aussi au niveau de la protection. Donc, c'est pourquoi il y a toutes les mesures qu'on connaît. Donc, évidemment, quelqu'un qui a été atteint ou infecté par la COVID-19, quand il respire ou quand il parle, pardon, il y a un peu comme des gouttelettes. Donc, les gouttelettes, en fait, sont des petites bulles qui ont un diamètre de moins de 1 micromètre. C'est très petit, très, très petit. Et quand on le fait, ceux qui sont très proches de nous peuvent le respirer. Et on a aussi des transmissions avec un peu comme des airborne qui ont des diamètres un peu plus élevés et qui peuvent toucher des surfaces sur lesquelles on peut, ça peut être les planches de travail ou au bureau ou n'importe où. Donc, les airborne vont rester là et peut être un mode de transmission pour ceux qui s'y approchent et touchent cette surface. Donc, les gouttelettes et les airborne contribuent donc à la contamination des surfaces et à la contamination pour ceux qui sont rapprochés de nous, de ces personnes-là. Donc, ça, c'est un peu un schéma de tout ce que je viens de dire. Vous pouvez voir à l'extrême gauche une personne qui est infectée par la COVID-19. Et le point rouge qu'on peut voir, c'est le poumon et l'intestin. Donc, il faut savoir que la COVID peut toucher au niveau des poumons et au niveau de l'intestin. Évidemment, il y a d'autres parties où peuvent être infectés, mais moins sévères. Mais sinon, les plus essentiels, les organes les plus essentiels affectés par ce virus, c'est les poumons et puis l'intestin. Évidemment, quand on tousse, vous pouvez voir, il y a quelque chose qu'on appelle les aérosols qui ont un diamètre plus long, qui peuvent être transportés dans les airs et être aspirés par des personnes qui sont proches de nous, qui sont à une distance très proche. On parle ici une distance d'1 mètre, par exemple. On a aussi ce qu'ils appellent des droplets, c'est-à-dire des gouttelettes qui peuvent, quand on tousse et qu'on ne tousse pas dans le coude, qui peuvent toucher les poignées des portes, des gobelets près de nous, des cellulaires ou bien des surfaces de travail. Donc, évidemment, des gens qui touchent ces surfaces peuvent être aussi infectés par le virus. Maintenant, il y a un méthode sanitaire. C'est pourquoi il faut aussi mettre, parce qu'on est trop concentré sur la distance et les masques et tout, mais il faut savoir que les conditions sanitaires pas propres peuvent aussi être une source de contamination. Donc, c'est très important de le savoir, quoi. Ça, c'est en gros modo les modes de transmission actuels de la COVID, de ce virus. Prochain. Donc, en fait, comme on a pu voir tout à l'heure, le virus lui-même, comment il agit. Donc, au niveau du haut, vous pouvez voir un peu un schéma de ce que j'ai présenté à l'entame de ma présentation, qui est en fait la forme schématique du virus. On peut voir ce que j'ai appelé la protéine spike, qui est là en surface. Et cette protéine spike, si vous voyez le petit schéma rond avec un élément qui se joint à ce spike, et le contact que la protéine a quand on le respire, il rentre au niveau de nos poumons et il va dans les parois alvéolaires, c'est-à-dire des parois qui nous permettent, qui permet aux poumons, qui lui donne son élasticité et qui permet les échanges de gaz, l'oxygène et tout ça. Et c'est à ce niveau que le virus va aller se coller à des cellules de cette paroi et non seulement causer des dégâts à ces cellules, c'est-à-dire les tuer pratiquement, et en le faisant, on aura au niveau de nos poumons quelque chose qui sera comme des blessures. Donc, et plus on a ces blessures, plus ce qui va se passer, c'est que le poumon va cesser de mener ses activités proprement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les échanges de gaz vont se réduire parce qu'on a une accumulation non seulement des cellules mortes, et il y aura aussi l'élasticité de nos poumons va s'affaiblir
s'affaiblit, on expire, aspire, et à ce moment, c'est pas c'est quoi? C'est une respiration extérieure. Donc, il faut qu'on nous aide à respirer, d'où quand vous apprenez quelqu'un est dans un centre de soins intensifs, c'est qu'on l'aide en fait à respirer, on l'aide à récupérer ses poumons. Et c'est ça l'élément essentiel euh, pour, pour permettre à quelqu'un qui est sévèrement atteint de recouvrir sa respiration et sa santé. Et je sais que le docteur ne va... Pardon? Encore rentrer un peu. Donc, je voulais à l'extrême droite vous montrer comment, quand le virus entre dans notre organisme, il y a ces pochets en bleu qui sont en fait les anticorps. Ces anticorps sont produits par notre organisme et va essayer tant mieux, autant qu'ils peuvent, de combattre le virus. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller se coller sur la partie spike dont j'ai parlé tout à l'heure et empêcher le virus de collecter à nos cellules. Donc, cette partie sera plus élaborée sur l'aspect vaccination par Dr. Nguyen. La suite. Donc, ceci est un peu une illustration de ce que je viens de dire. Vous pouvez voir dans les deux petits cercles rouges qu'on a une forme sévère plus à gauche et une forme modérée. Dans la forme sévère du COVID, vous pouvez voir que nos alvéoles, qui sont des organes qui nous permettent de respirer, sont pratiquement bouchés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu as des cellules mortes qui s'accumulent, il y a une création de mucus et ça bouche nos alvéoles. À ce moment-là, on ne peut plus respirer. Ce qu'il faut faire, c'est soit faire rapidement un lavage pulmonaire et actionner directement une respiration artificielle. Donc, on a une forme moins sévère. Vous pouvez voir le petit liquide jaune qui est encore à moitié, nos alvéoles sont à moitié bouchées. On peut encore respirer et on peut retrouver, même souvent sans aller à l'hôpital, notre santé. Et là, on va voir ce qui va se passer. La suite. Donc, ça, je voulais montrer ce petit scanner, ce scanner paroi pulmonaire. En fait, ça, c'est le scanner de quelqu'un qui a une forme modérée de COVID. Les taches rouges sont en fait des blessures qui sont laissées sur les poumons. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que ces personnes, malgré le fait qu'ils vont recouvrir leur santé, ils peuvent être affectés un peu sur le long terme. Parce que ces parties en rouge, qui sont en fait nos cellules pulmonaires qui ont été tuées et qui ont laissé des blessures, prendront du temps pour se rétablir. C'est un peu comme une blessure qu'on a sous la peau qui prend du temps pour se cicatriser. Donc, il faudrait que ces blessures causées par le virus se cicatrisent dans nos poumons. Donc, évidemment, on va, selon certaines conditions, ces lésions pulmonaires peuvent être durables dans le temps. Prochain. Donc, je ne pouvais pas finir cette présentation sans parler de l'impact de la pandémie à COVID-19 sur le TQ. Donc, on peut voir, et c'est partout dans des publications, que à cause de la COVID-19, ça veut dire pour des gens qui demandent un statut de réfugié ou qui n'ont pas de statut, au niveau de l'immigration, toutes les rencontres à la cour sont reportées. Donc, les rencontres avec les avocats se passent au téléphone. Donc, évidemment, absolument, les gens sont confinés chez eux. Donc, ce qui rend pour cette communauté-là les choses très, très difficiles. Donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'il est prouvé que les personnes de cette communauté ont un taux de comorbidité élevé. Donc, un taux de comorbidité, c'est quoi la comorbidité? C'est déjà des maladies qu'on a ou bien des problèmes qu'on a qui peuvent exacerber la maladie. Ça peut être soit notre système immunitaire, si on a le VIH qui est affecté,
Donc, ça peut être le diabète, ça peut être le tabagisme, et ça a prouvé. Donc, autant de choses que ça affecte nos poumons. Donc, et puis, si on est infecté par la COVID-19, ça peut avoir un impact sérieux sur notre organisme. Et l'un des éléments essentiels qui a été prouvé, c'est la santé mentale, qui affecte la communauté LGBTQ. Donc, évidemment, 74% des personnes qui ont été recensées disent qu'ils sont inquiets, il y a l'inquiétude et le stress de la pandémie qui a un impact négatif sur leur santé mentale. Et ça, c'est comparé à seulement environ 50% des personnes qui ne sont pas de la communauté LGBTQ. Donc, évidemment, on peut voir clairement la santé mentale dans cette communauté a un impact plus élevé comparé à ceux qui ne sont pas de cette communauté. Il y a aussi l'augmentation de la stigmatisation et de la discrimination qui est liée à l'orientation sexuelle et à l'identité du genre. Évidemment, c'est clair qu'avant la COVID, il y avait déjà cet impact sur l'accès aux soins. Donc, évidemment, maintenant, l'accès aux soins a encore été plus impacté par la pandémie à la COVID-19. Donc, les personnes transgenres qui sont déjà moins susceptibles d'avoir une couverture sanitaire se sont vues encore affectées pendant la pandémie. Bon, au niveau économique, qui n'est pas des moindres, il y a une très grande proportion de la communauté LGBTQ qui ont perdu l'emploi. D'une comparaison de 56 à 44%. On voit que pendant que 56% de la communauté LGBTQ se plaignent de la perte d'emploi ou bien des difficultés d'emploi, il n'y a que 44% dans la communauté non LGBTQ qui ont ce problème. Donc, le décalage est assez élevé. On parle de 12% en fait. Donc, une chose qu'il faut aussi noter, c'est qu'en raison de la pandémie, il y a plus de 220 célébrations de la fierté gay qui ont été annulées ou reportées à une date ultérieure dans le monde. Et l'impact, c'est quoi? L'impact, c'est pour des jeunes ou pour des personnes qui profitent de cette festivité pour se montrer en tant que gay ou en tant que personne de la communauté LGBTQ. Donc, ils sont privés de cette opportunité-là. Et pour ces personnes qui vivent en famille, ça peut être quelque chose de très stressant. Donc, je voulais attirer l'attention sur cet aspect et appeler dans les membres de la communauté de faire très attention, surtout avec leur santé mentale. Il faut parler à un spécialiste ou tout autre impact que la pandémie a eu sur la communauté. Suite. Ouais, donc c'est un peu tout ce que j'avais à... C'est tout ce que j'avais à présenter aujourd'hui sur le mécanisme de la COVID. Donc, je vous remercie d'avoir suivi, de votre attention. Donc, je vais laisser la parole à Dr. Marie-Ange Noué pour la suite de la présentation. Merci. Merci beaucoup, Dr. Pascal. Donc là, maintenant, on va entrer dans la problématique du vaccin. Et comme vous le savez bien, nous sommes tous conscients qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les médias, sur les réseaux sociaux à propos des vaccins contre la COVID-19. Et beaucoup de ces informations, en fait, malheureusement, sont erronées. Et moi, je sais même beaucoup de membres de ma famille me transmettent des messages, des vidéos sur WhatsApp qui décrivent toutes sortes de légendes urbaines et de théories de complot par rapport à cette problématique. Et ces informations, ce qui se passe, c'est qu'elles contribuent à semer le doute et la méfiance dans l'esprit de beaucoup de personnes. C'est pourquoi il est vraiment essentiel de consulter des sources fiables comme l'Agence de santé publique du Canada et les autorités sanitaires locales et provinciales pour vraiment obtenir des informations exactes et à jour sur les vaccins. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de passer
à travers de ces informations. Donc, si on va merci. Donc, en fait, j'aime bien cette phrase de la secrétaire générale adjointe de l'ONU qui dit « Personne n'est en sécurité tant que tout le monde, partout, ne sera pas en sécurité ». Et vraiment, c'est vraiment important de comprendre ça parce que quand un plus grand nombre de personnes sera vacciné, ça voudra dire qu'il y aura moins de personnes qui tomberont malades. C'est le concept en fait de ce qu'on appelle l'immunité collective ou l'immunité de la population, qui veut dire que la protection indirecte contre une maladie infectieuse qui s'obtient lorsqu'une population est immunisée, soit par la vaccination, soit par une infection antérieure, c'est ça en fait qui aide à sortir de la pandémie. Donc, lorsque vous recevez votre vaccin, vous contribuez à protéger votre communauté de sorte que certaines mesures pourront être relâchées et levées et nous pourrons nous réunir en toute sécurité et peut-être reprendre une vie normale. Avant de passer peut-être dans le vif du sujet, je ne sais pas si il y a des personnes sur le Zoom aujourd'hui qui ont déjà reçu une ou deux doses du vaccin anti-COVID. Si vous êtes confortable à répondre, mettez juste un oui ou un non dans le chat. Et une autre question aussi que j'aimerais poser à ceux qui n'ont pas reçu le vaccin, c'est de savoir si vous avez des hésitations à l'idée de recevoir le vaccin. Et vous pouvez, à votre convenance, mettre des notes sur le chat. Donc, là, j'aimerais donc donner un aperçu du processus de développement et d'approbation des vaccins au Canada. La création de tout vaccin passe par 3 phases, d'accord? Il y a la phase qu'on appelle la phase exploratoire. Pendant cette phase, les scientifiques font de la recherche fondamentale en laboratoire afin de trouver des vaccins qui sont susceptibles de nous aider à développer une immunité contre une maladie avant d'y être exposé. Alors, après, on a la phase préclinique pendant laquelle les scientifiques effectuent des études en laboratoire et sur des animaux pour en fait cerner les risques pour la santé avant de tester le vaccin sur les humains. Okay? Et cette phase préclinique, en fait, elle permet également d'en savoir un peu plus sur la dose la plus sûre. Et en fait, le parcours de beaucoup de vaccins potentiels s'arrête au niveau de cette phase préclinique. Il y a en fait juste à peu près 57% de chances de passer de la phase préclinique à la prochaine étape. Et maintenant, ceux qui sont retenus donc passent à la phase clinique, durant laquelle les vaccins sont testés pour la première fois sur des humains. Et cette phase clinique elle-même, elle comprend encore 3 étapes. Okay? Pendant la phase 1 de la phase clinique, ce qu'on fait, c'est qu'on teste l'innocuité, ce qu'on appelle aussi la sécurité du vaccin, sur un petit nombre de volontaires, environ une dizaine de personnes, pour confirmer que le vaccin provoque une réponse immunitaire. Une réponse immunitaire, c'est quoi? C'est le fait que notre corps reconnaisse la présence d'un virus ou d'autres substances qui sont potentiellement néfastes et que le corps se défende. Okay? Donc maintenant, les vaccins qui s'avèrent prometteurs passent ensuite à la deuxième phase. Et pendant la deuxième phase, ces vaccins sont administrés à des centaines de participants, dont des groupes à risque. Et le but de cette étape, c'est de vérifier que le vaccin, selon les doses et la méthode d'administration proposée, est sûr et aussi d'évaluer encore une fois la réponse immunitaire. Maintenant, dans la phase 3, à laquelle n'en participent des milliers de volontaires, maintenant on fait des comparaisons entre des groupes qui ont reçu le vaccin et des groupes qui n'ont pas reçu le vaccin. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est d'obtenir des indications supplémentaires sur l'efficacité du vaccin et sa sécurité. Ce processus de développement que je viens de décrire d'un vaccin prend en général à peu près 10 ans. Okay? Et environ juste peut-être 20% des vaccins qui sont testés en phase clinique
sont éventuellement approuvés. Si on va maintenant dans sur la prochaine diapo, qui parle de l'examen et l'approbation des vaccins, le processus habituel d'examen d'un vaccin ne commence que quand tous les essais cliniques sont terminés et que tous les détails de la fabrication ont été finalisés. Okay? À ce moment-là, le fabricant soumet un dossier complet à Santé Canada. Maintenant, Santé Canada fait une évaluation réglementaire. Et après cette évaluation réglementaire, si c'est probant, si le vaccin est approuvé, le vaccin est donc mis à la disposition des Canadiens, s'il est sûr, et s'il répond évidemment aux normes de fabrication et si ses avantages l'emportent sur les risques. D'accord? À ce moment-là, les gouvernements vont coordonner l'achat, la logistique et la distribution des vaccins dans tout le Canada. Et à ce moment-là, tous les Canadiens auront accès au vaccin. Mais ce n'est pas tout, en fait. Parce qu'après l'approbation, il y a encore une étape très importante qui s'appelle la surveillance continue. Donc, le vaccin est surveillé et examiné en continu pour confirmer qu'il est sûr et que les avantages continuent d'être plus importants que les risques. D'accord? Et pour vous donner une idée, en général, Santé Canada examine une demande de vaccin dans un délai d'environ 300 jours, donc presque un an. Et une des questions qui revient souvent, c'est de savoir comment est-ce que les vaccins contre la COVID ont pu être développés si rapidement. Il y a en fait 3 raisons principales. La première raison, c'était que c'était vraiment un effort à l'échelle mondiale. Donc, tous les fabricants, les sociétés pharmaceutiques se sont mis ensemble pour faire la recherche sur ce vaccin. Okay? Et vraiment, il y avait un budget illimité. Comme on dit, money was no object. Okay? La deuxième raison, c'était que pour réduire le temps de développement, les scientifiques ont utilisé ce qu'on appelle des modèles d'études qui ont rendu possible la fusion des états cliniques que je vous décrivais plus tôt. Par exemple, les participants de la phase 2 ont pu être inclus dans les essais à grande échelle de la phase 3, ce qui a vraiment permis d'accélérer la cadence et diminuer le nombre de personnes qu'on a eu à recruter, mais ce sans jamais prendre de raccourcis ou compromettre la sécurité. Et la troisième raison, c'est que les processus relatifs à l'autorisation du vaccin contre la COVID-19 ont été adaptés pour qu'un examen indépendant soit effectué le plus rapidement possible. Donc, il y a eu en fait un arrêté d'urgence sur les essais cliniques d'instruments médicaux, de drogues en lien avec la COVID-19 qui a été introduit et qui a permis un examen en continu. C'est-à-dire qu'un fabricant peut présenter sa demande d'autorisation avant d'avoir terminé tous les essais cliniques. D'accord? Ce qui veut dire qu'il peut soumettre, un fabricant peut soumettre les données requises au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles au lieu d'attendre que tout soit terminé. Donc, vraiment, les contrôles et la rigueur auxquels sont soumis les vaccins en recherche contre la COVID-19 n'ont jamais été compromis. C'est plutôt des stratégies qui ont été utilisées pour réduire la bureaucratie, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a pu avoir des vaccins développés en moins d'1 an. OK? Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que vous me suivez? J'espère. OK. Pouvez-vous nous laisser savoir dans le chat? Oui, tout est parfait. OK. Merci. Donc là, maintenant, on va passer à la prochaine diapo. En fait, on va parler maintenant des vaccins qui sont autorisés au Canada. OK. Et là, je vais dire en théorie. Okay? En théorie, il y a 4 vaccins contre la COVID-19 qui sont autorisés au Canada. Il y a le vaccin Pfizer-BioNTech. Il y a le vaccin Moderna. Il y a le vaccin AstraZeneca qui est aussi Covishield. C'est les deux la même chose. Et puis, il y a le vaccin Janssen. Okay. Je disais en théorie parce qu'en pratique, il y a en fait en ce moment que 2 qui sont disponibles en Ontario. Okay. En ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, l'Ontario a décidé de le suspendre
pour les premières doses en raison du risque qui a été observé de formation de caillots. On va en parler un peu plus tard dans la présentation. Mais donc, en ce moment, le vaccin AstraZeneca n'est pas disponible, n'est pas administré pour les premières doses en Ontario. Et quant au vaccin de Janssen, il est autorisé, mais il n'a pas encore été distribué à cause, il y a des soucis de qualité, etc. Donc, vraiment, les deux vaccins qui sont activement distribués en ce moment au Canada, c'est en Ontario, c'est Pfizer et Moderna. Okay. Et ces vaccins qui sont autorisés au Canada, ils appartiennent à deux types, en fait. Il y a les vaccins qu'on appelle les vaccins à ARN messager. ARN, c'est acide ribonucléique. Ces vaccins, donc le vaccin Pfizer et Moderna font partie de ces vaccins à ARN messager. Et puis, il y a les vaccins à vecteur viral, dont font partie les vaccins AstraZeneca et Janssen. Ces deux types de vaccins, en fait, bien qu'ils aient des modes de fonctionnement différents, ils permettent au corps de reconnaître et de se protéger contre le virus SARS-CoV-2 que Pascal a décrit plus tôt. Et ils le font en nous procurant en fait ce qu'on appelle les lymphocytes T-mémoire et les lymphocytes B-mémoire qui vont reconnaître et savoir comment combattre le virus dans le futur. Commençons par les vaccins à ARN, acide ribonucléique messager contre la COVID-19. Peut-être que tu pourras nous montrer la petite vidéo qui est un peu plus, je pense que c'est dans 2 diapos. Mais en fait, si c'est possible de la montrer, okay. Sinon, c'est même pas la peine. En fait, ce que je voulais... Il n'y a pas de problème. OK. Et sans le son, en fait. Mais ce que... En fait, je voulais commencer à expliquer, c'est que bien que les vaccins à ARN messager, donc contre la COVID-19, soient les premiers vaccins de ce type qui sont fabriqués à large échelle et qui sont approuvés par Santé Canada, il ne s'agit pas en fait d'une nouveauté. Les chercheurs étudient les vaccins à ARN messager depuis plus de 10 ans. Et ils ont déjà été étudiés pour des maladies comme la grippe, le Zika, la rage. Et en fait, quand on regarde leur composition, ils ont une composition relativement simple quand on les compare à d'autres vaccins. Le vaccin de Pfizer-BioNTech, par exemple, il contient vraiment 4 éléments essentiels. Il y a donc cet ARN messager, il y a des lipides, c'est-à-dire de la graisse, il y a des sels et puis du sucre. C'est en fait très simple. Et le vaccin de Moderna, c'est très similaire. Il contient l'ARN messager, il contient des lipides, il contient des solvants et du sucre. Et comment est-ce qu'ils fonctionnent? Donc, en fait, les vaccins ARN messager, ils contiennent une portion de l'ARN du virus et qui enseigne à nos cellules comment fabriquer une protéine qui déclenchera une réponse immunitaire. Et l'ARN messager, en fait, est entouré de lipides, donc c'est les lipides dont je parlais, une couche de graisse pour empêcher la dégradation trop rapide et lui permettre de pénétrer dans les cellules. Il est vraiment important de noter que les vaccins à ARN messager ne contiennent pas le virus. Ils ne peuvent donc pas transmettre la COVID-19. De plus, ces vaccins n'affectent pas ou n'interagissent pas ou n'altèrent pas notre ADN de quelque manière que ce soit. Parce que l'ARN messager ne pénètre pas dans le noyau de nos cellules. Ils utilisent plutôt la réponse de défense naturelle du corps en fournissant des instructions génétiques inoffensives qui sont données par l'ARN messager. Et une fois la réponse immunitaire déclenchée, notre corps produit des anticorps et ces anticorps nous aident à combattre l'infection si jamais le vrai virus pénétrait dans notre corps à l'avenir. Et comme dans le cas de tous les vaccins, les personnes qui sont vaccinées sont protégées sans jamais avoir à risquer les conséquences graves d'une exposition au virus. Et les gens ne peuvent pas contracter la COVID-19 à partir du vaccin lui-même. Je tiens vraiment à le répéter. Là, ça continue. Et là, en fait, c'est OK peut-être de revenir à la diapo, voilà, sur les vaccins autorisés au Canada. Merci.
Et vraiment, j'aimerais donc me pencher un peu sur le cas des vaccins de type vecteur viral. On ne va pas trop s'attarder dessus. Mais les vaccins à vecteur viral contiennent une version affaiblie d'un virus inoffensif pour l'humain, dans lequel une partie du matériel génétique du virus a été introduite. Et quand le vecteur viral pénètre dans nos cellules, il donne des instructions pour fabriquer la protéine S. Et nos cellules font alors des copies de cette protéine et notre système immunitaire va reconnaître que cette protéine est étrangère et va produire de lymphocytes T et de lymphocytes B pour la neutraliser. Et donc, le vaccin AstraZeneca, c'est un vaccin de type viral. OK. Est-ce que ça va toujours jusque-là? Vous continuez à me suivre? Ça va? Oui, ça va. OK. Alors, maintenant... Oui, ça va. OK. Tout ça. Merci. Alors, en ce qui concerne les dates d'autorisation, donc, comme vous savez, les vaccins anti-COVID ont été autorisés au Canada entre décembre et mars 2021. Vaccin le Pfizer, c'est le seul qui est en ce moment autorisé pour les personnes de moins de 18 ans, donc entre 12 et 18 ans et plus. Les autres vaccins sont autorisés pour les adultes de plus de 18 ans. En ce qui concerne le dosage, les vaccins de Pfizer, Moderna et AstraZeneca, ils se prennent en 2 doses. Pour Pfizer, il doit avoir au moins 3 semaines d'intervalle entre les 2 doses, la première et la deuxième dose. Pour Moderna, c'est 4 semaines d'intervalle au moins. Et pour AstraZeneca, c'est 4 semaines à 12 semaines d'intervalle. Janssen, c'est le seul vaccin en ce moment qui ne prend qu'une seule dose. Je voulais parler un peu des études cliniques, parce que c'est aussi les questions qui reviennent. En ce qui concerne le vaccin de Pfizer, il y a eu des études cliniques qui ont été menées auprès de personnes de 12 ans et plus et qui ont inclus plus de 43 000 participants. C'était des études de phase 2, 3. Et les personnes qui étaient immunodéprimées ou les personnes qui avaient déjà reçu un diagnostic de COVID-19 ont été exclues de cette étude. Par contre, les personnes qui sont atteintes, par exemple, d'une maladie préexistante mais stable, et par exemple, celles qu'on savait atteintes de VIH, par exemple, ont été incluses dans cette étude, ou bien même les personnes qui avaient le virus de l'hépatite C ou le virus de l'hépatite B, ils ont été inclus dans les études cliniques de Pfizer. Les études cliniques de Moderna, il y a eu à peu près 30 000 participants, plus de 30 000 participants âgés de plus de 18 ans. Les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent et les personnes qui avaient des antécédents connus d'infection au SARS-CoV-2 ou des personnes qui sont immunosupprimées ou immunodéprimées ont été exclues de cette étude. Et ce que je voulais aussi mentionner, c'est que dans toutes ces études, il y a eu une très bonne représentation en fait, des groupes ethniques. Il y a eu des représentations des Noirs, il y a eu des représentations d'Asiatiques, etc. Donc, il y a eu vraiment une bonne diversité dans les études. Et en fait, je ne sais pas. Et puis maintenant, pour AstraZeneca aussi, c'est pareil. Il y a eu à peu près... il y a eu une très bonne participation. Il y a eu 4 études qui ont été effectuées, une très bonne participation diverse, de différents groupes ethniques divers, blancs, évidemment, noirs, asiatiques, etc. Et ici aussi, les personnes qui étaient enceintes ou qui allaitaient ou qui étaient immunodéprimées ont été exclues de cette étude. Et maintenant, quand on parle de l'efficacité, je sais que c'est aussi une question qui revient très souvent. En termes d'efficacité, c'est important de se pencher sur la sévérité de la maladie, d'accord? Tous les 4 vaccins ont montré une efficacité à 100% contre les cas graves de la maladie. Et quand on parle de cas graves, on parle de les cas qui ont causé l'hospitalisation ou la mort. OK? Maintenant, quand on parle des cas causant des symptômes sévères, mais pas graves, le vaccin Pfizer a été efficace à 99%, Moderna à 100%, AstraZeneca et Janssen à 85%. Maintenant, quand il s'agit de la prévention contre les symptômes pas sévères,
Le vaccin a été efficace à 95% pour Pfizer, Moderna 94,1%, AstraZeneca 62% et Janssen 72%. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que ces vaccins sont très efficaces. Et il faut aussi tenir en compte qu'aucun vaccin contre aucune maladie n'est efficace à 100% contre tous les types de symptômes. OK? Maintenant, si on va sur la prochaine diapo, s'il vous plaît. La prochaine encore, je crois que celle-là, je vais la sauter. On va aller juste sur celle. Ah, pardon. Est-ce qu'il n'y a pas celle qui a les effets secondaires? J'espère qu'il ne manque pas. Vous pourrez revenir un peu en arrière. Je vais voir s'il ne manque pas une slide. Il y avait un tableau avec les effets secondaires. OK. Ouais, celui-là. Celui-là. C'est celle-là. Celui d'avant? Oui. Non, avant ça. Avant. D'accord. Merci. Ouais, là. Merci. En parlant des effets secondaires, c'est vraiment important de comprendre qu'après l'administration d'un vaccin, c'est courant et normal en fait d'avoir des effets secondaires temporaires. Okay? Ce sont des effets secondaires qui durent habituellement quelques heures ou quelques jours après la vaccination. Et c'est vraiment la réponse naturelle du corps. Le corps se mobilise pour bâtir une immunité contre la maladie. Moi-même, j'ai reçu mon vaccin Moderna la semaine dernière et Pascal peut attester que je lui ai envoyé des messages pour dire qu'au début, ça allait, pendant quelques heures, c'était un peu inconfortable, douleur au bras, etc. Mais ça s'estompe très rapidement. Donc, en ce qui concerne les vaccins Pfizer et Moderna, les effets secondaires qui ont été observés de façon très fréquente au cours des essais cliniques sont en général semblables à ceux que vous pourriez avoir avec d'autres vaccins. C'était des effets secondaires vraiment légers ou modérés et comprenaient par exemple la douleur au point d'injection, des frissons, de la fatigue, de la fièvre. Et encore, c'est vraiment des effets secondaires qui sont habituels, qui sont associés au vaccin. Il n'y a pas de risque pour la santé. Et comme c'est le cas pour tous les vaccins, c'est vrai qu'on peut rarement avoir des effets secondaires sévères, d'accord? Et un effet secondaire sévère pourrait notamment être une réaction allergique. Donc, si vous avez des allergies ou tout autre problème de santé, il faudra en discuter avec votre prestataire de soins de santé avant de recevoir le vaccin. Et je peux vous dire que quand vous allez aller pour recevoir votre vaccin, on va vous poser beaucoup de questions et répéter, est-ce que vous avez des allergies, etc. Donc, c'est vraiment très important si vous avez des allergies, de les signaler. Et comme pour tous les vaccins, tous les médicaments même, Santé Canada continue de surveiller de près tout effet indésirable qui pourrait survenir après la vaccination avec les vaccins contre la COVID-19. Et les fabricants eux-mêmes, ils sont tenus par la loi de déclarer les effets indésirables à Santé Canada. Et les fabricants, en fait, prévoient suivre les participants aux essais cliniques pendant au moins 2 ans après l'administration de la 2e dose du vaccin. Et ils vont évidemment faire part à Santé Canada de toute préoccupation en matière de sécurité si jamais il y en avait. Maintenant, si on se penche sur le cas d'AstraZeneca, il y a eu des rares cas, comme je disais au début de la présentation, il y a eu des rares cas graves de caillots sanguins avec un faible taux de plaquettes sanguines qui ont été rapportés avec ce vaccin-là, notamment chez les femmes de moins de 55 ans. C'est ce qui, en fait, a entraîné la halte de la distribution de ce vaccin en Ontario. Quelque chose aussi qu'il faut garder en tête, c'est que l'immunité se développe avec le temps. Il faut environ 2 semaines après la 2e dose pour vraiment avoir une protection significative contre la COVID-19. Donc, il faudra vraiment obtenir cette 2e dose si vous prenez Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. Et en termes de contre-indication allergie, évidemment, s'il y a une allergie connue à un ingrédient du vaccin, ou bien si vous avez fait une allergie après avoir reçu une des doses du vaccin,
ou bien aussi si vous avez des symptômes qui pourraient être attribués à la COVID-19. Les vaccins, vous ne devriez pas recevoir le vaccin à ce moment-là. Et en plus, maintenant, en ce qui concerne AstraZeneca, si vous avez présenté des caillots sanguins, il ne faudra pas prendre la deuxième dose de vaccin d'AstraZeneca. Est-ce qu'on est OK? Est-ce que vous êtes toujours avec moi là, ça va? On est toujours là. Okay. Oui, merci. Okay. Donc là, maintenant, Kinya, on peut aller à la slide sur les groupes particuliers. Très rapidement, je pense que c'est la prochaine. C'est là où on parle des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, les enfants, etc. Et là, voilà, après ça, voilà, merci. Donc, en fait, ce qui concerne les femmes enceintes, comme je disais tantôt, les vaccins, l'efficacité et la sécurité des vaccins n'a pas été établie encore chez les femmes enceintes. Donc, en fait, on demande aux femmes enceintes de consulter leur médecin avant de recevoir le vaccin. Pareil, les femmes qui allaitent. Les femmes qui allaitent, on ne sait pas si le vaccin est excrété dans le lait maternel chez l'humain. Donc, on ne peut pas vraiment exclure l'existence d'un risque pour le nouveau-né ou pour le nourrisson. Donc, c'est encore une situation où la maman, la personne qui allait doit parler avec son médecin pour voir si les bienfaits de l'allaitement en fonction du risque de contracter la COVID-19. Mais quand même, ce qu'on pense, c'est que les vaccins ne sont pas des vaccins vivants. Et leur mécanisme d'action biologique, de la manière dont ils fonctionnent, ne tendent pas à nous faire penser qu'il y a un risque pour l'enfant allaité, mais il faut toujours donc consulter le médecin. Les enfants, on a parlé des enfants, il n'y a que le vaccin Pfizer qui est autorisé pour les personnes entre de moins de 18 ans, 12 et 18 ans. En dessous de 12 ans, il n'y a pas de données. On a déjà parlé des allergies, donc je ne vais pas revenir sur les allergies. Le VIH, je voudrais encore insister que vraiment toutes les données indiquent que les vaccins contre la COVID sont sans danger pour la grande majorité de la population, y compris les personnes qui vivent avec le VIH. Et il n'y a vraiment aucune information qui laisse à suspecter que les personnes qui vivent avec le VIH seraient davantage mises en danger par les vaccins de la COVID-19 que n'importe qui d'autre dans la population. Okay? Et une des raisons pour laquelle, c'est que aucun de ces vaccins ne repose sur le principe du virus vivant. D'accord? Donc, il ne devrait vraiment pas être plus dangereux pour les personnes qui peut-être auraient un système immunitaire affaibli, comme celles, par exemple, qui vivent avec le VIH dont la charge virale n'est pas indétectable. Et comme en fait, il y a certains essais de vaccins qui ont été menés sur des personnes qui viennent de pays à forte incidence de VIH, comme l'Afrique du Sud. Et ces personnes étaient incluses dans les essais et il n'y a pas eu de données qui est montré à penser qu'il fallait s'inquiéter par rapport à ces personnes-là. La slide d'après parle de l'impact sur les minorités ethniques. Et je voulais juste dire par rapport à ça que le Bureau de santé publique de Toronto a évalué que les résidents noirs de descendance africaine et caribéenne présentent d'une part les taux les plus élevés d'infection à la COVID-19, mais d'autre part aussi les taux les plus élevés d'hésitation par rapport à la vaccination. Okay. Les données de Statistique Canada montrent que le taux de mortalité dû à la COVID-19 dans les quartiers qui sont diversifiés culturellement est 2 fois plus élevé que celui dans les secteurs à majorité blanche. Et entre janvier 2020 et janvier 2021, le taux de mortalité était en moyenne de 35 décès pour 100 000 habitants dans les régions diversifiées, comparativement à une moyenne de 16 décès par 100 000 habitants dans les régions où il n'y a pas de minorité visible. Et ce que vous voyez sur cette diapo, c'est que, en fait, 75% des personnes
hospitalisés en raison du COVID ont été identifiés comme appartenant à un groupe racialisé. Et parmi ces 75%, 17% des personnes hospitalisées sont des Noirs, alors que les Noirs ne représentent que 9% de la population de Toronto. Et Statistique Canada soulignait par ailleurs que les personnes noires en particulier sont beaucoup plus susceptibles de succomber, donc de mourir du virus que les membres d'autres groupes ethniques. Par contraste, les Blancs représentent 48% de la population torontoise, mais ne représentent que 24% des cas d'hospitalisation dus à la COVID-19. Donc, si on va à la slide d'après, les personnes qui parlent des personnes qui vivent au Canada et leur disposition à se faire vacciner. Alors, c'était les résultats de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes pour la période qui allait du 1er septembre au 12 septembre, du 1er septembre au 12 décembre 2020. Et ce qu'ils ont montré, c'est que 76,9% des Canadiens âgés de 12 ans et plus ont déclaré qu'ils sont plutôt ou très disposés à se faire vacciner contre la COVID-19. Et parmi ceux-ci, nous voyons que le taux est le plus bas chez les Noirs, donc 56%. Et donc, ce qu'on constate, c'est que la plus grande hésitation s'observe chez la population noire. Et ce qui est aussi intéressant quand on regarde la communauté LGBTQ, on constate un très fort pourcentage, en fait, de personnes qui sont disposées à se faire vacciner, plus de 83%, ce qui est très intéressant et en fait très encourageant. Donc, on sait vraiment qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi certains Canadiens hésitent à se faire vacciner. Il y a un manque de confiance à l'égard de la sécurité du vaccin. Il y a des inquiétudes liées au risque des effets secondaires. Il y a aussi ça dépend aussi des expériences personnelles. Nous avons tous vécu des expériences différentes et on a des croyances différentes qui peuvent influer sur la réticence à la vaccination dans certaines populations. Donc, c'est important de comprendre ces différences dans la volonté de se faire vacciner entre les populations. Ça peut aider à éclairer la prise de décision et les messages de santé publique qui sont liés au vaccin. En ce qui nous tient, on sait qu'au Canada, les données qui datent du 15 mai 2021 montrent que 17 millions de la population canadienne, c'est-à-dire 45% de la population, ont déjà reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19. Et les territoires du Nord-Ouest, ce sont les territoires qui ont le taux le plus élevé de vaccination à 63%, et le plus bas, c'est enregistré dans l'île du Prince-Édouard à 39%. Donc, en fait, c'est la fin de ma présentation et vraiment merci de l'écoute. Et maintenant, nous sommes ravis de prendre vos questions. Merci beaucoup, Dr. Noué, et merci à Dr. Diado. Ça nous a vraiment fait plaisir d'entendre ça. Puis, il y a beaucoup de questions déjà. Donc, je vais aller dans le chat et vous lire les questions qu'on a eues. Donc, je pense que la première question venait de Chantal. Je voudrais aussi vous remercier d'avoir pris du temps pour être là et de participer, de poser des questions. J'espère que j'ai la bonne question parce que je sais qu'il y a pas mal de... OK, donc il y a Chantal qui avait demandé